On ne résout pas en un an les problèmes qui se sont accumulés dans les 20 dernières années. Ce qui me semble clair, c'est qu'on en a pris conscience. Quand je dis on, c'est les citoyens qui en ont pris conscience. Je ne suis pas certain que la classe politique en ait pris conscience. Comment ça se fait qu'on a laissé faire et qu'on n'a pas réussi à mobiliser toutes ces éminences grises, toutes ces énergies? Je pense qu'il y a un moment, il faut remettre les choses au clair et se dire le nucléaire, ça commence par assurer l'entretien du parc. Bienvenue à tous dans Planète Ingé, la première émission qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias. Je suis Mathieu Poulain et chaque semaine j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro un ingénieur au parcours exceptionnel pour nous partager son expertise et sa vision et vous permettre de comprendre l'actualité tech et ses enjeux. Préparez-vous à découvrir les coulisses de l'ingénierie qui façonne le monde d'aujourd'hui et de demain. Installez-vous confortablement car sur Planète Ingé, l'avenir commence maintenant. Bienvenue à tous sur cet épisode de Planète Ingé. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'immense plaisir de recevoir Yves Bréchet. Yves, bonjour, comment allez-vous? Très bien, bonjour et bonjour à vos auditeurs. Alors, on vous passe le tumulte de la connexion et de l'organisation, mais on est ravis que l'épisode puisse se faire. Donc c'est parti. L'idée aujourd'hui, c'est de parler de réindustrialisation. Il n'est pas facile de prononcer. On va essayer Il apparaît plusieurs fois dans les questions, donc on va essayer de s'en sortir. Yves, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs en quelques mots? Alors, je m'appelle Yves Bréchet, je suis spécialiste dans le domaine de la science des matériaux en général et en particulier de la métallurgie. J'ai fait une grande partie de ma carrière dans le milieu académique comme professeur à former des ingénieurs et des chercheurs, tout en ayant une activité assez soutenue de consultant chez un certain nombre de grands groupes industriels. J'ai été haut commissaire à l'énergie atomique entre 2012 et 2018 et je suis actuellement directeur scientifique de la compagnie Saint-Gobain, qui est la plus vieille compagnie industrielle au monde, sans interruption, et aussi professeur à l'université de McMaster au Canada et à l'université de Monash en Australie. D'accord. Et membre de l'Académie des sciences. Membre de l'Académie des sciences. Et j'ai noté aussi président du conseil scientifique de Framatome. C'est toujours d'actualité ou pas? Tout à fait, je préside le conseil scientifique de Framatome, Ok. mais en n'étant pas membre de Framatome. Ça consiste en quoi? On va expliquer un petit peu aux activités. Alors déjà, on va commencer par être la direction scientifique de Saint-Gobain. Ça consiste en quoi tous les jours d'être le directeur scientifique de Saint-Gobain? Quelles sont vos responsabilités et vos activités un petit peu hebdomadaires là-dessus, on va dire? Alors, j'ai une chance assez inouïe pour quelqu'un qui a passé sa vie à faire des matériaux. Saint-Gobain est une entreprise absolument fantastique parce qu'on a une variété de matériaux, une variété de métiers qui est énorme. Et alors, j'ai la chance aussi d'avoir un poste à Saint-Gobain qui est assez singulier. Quand Pierre-André de Chalandard m'a embauché comme directeur scientifique de Saint-Gobain, quand j'avais quitté le poste de haut-commissaire à l'énergie atomique, je lui avais dit que ça m'intéressait, à la condition expresse de n'avoir aucune responsabilité ni managériale ni budgétaire. Et alors, il m'avait dit, c'est la première fois qu'on me fait une revendication comme ça. Je lui ai dit, je pense que vous avez assez de monde pour évaluer les projets de vos chercheurs, mais par contre, c'est intéressant pour vos chercheurs d'avoir une oreille bienveillante qui les écoute et qui les écoute sans qu'ils n'aient à craindre ou à espérer aucune rallonge ou aucune coupe dans leur budget. Et donc, qu'ils puissent me parler aussi bien des choses qui marchent bien que des choses qui marchent moins bien. Donc, le travail que j'ai à Saint-Gobain, c'est un espèce de travail de super consultant. Je vais dans tous les centres de recherche corporate de Saint-Gobain. Il y en a aux États-Unis, en Inde, en Chine, en Amérique du Sud. On a une annexe au Japon et puis on a un certain nombre de centres en Europe. Donc je vais dans ces centres-là pour discuter avec les chercheurs de la science qui se fait et des produits qu'ils développent. J'ai aussi une deuxième action qui est essayer d'animer des réseaux de compétences qui sont le cœur, la colonne vertébrale de la recherche à Saint-Gobain. Et une troisième action qui est d'aider à mettre en place des projets à long terme. Pour une industrie comme Saint-Gobain, un projet à long terme, c'est entre 5 et 10 ans, ce qui est assez exceptionnel dans ce genre d'industrie. Donc voilà l'activité que j'ai à Saint-Gobain comme directeur scientifique. D'accord, ok. J'ai une question qui m'est venue, mais je la garde pour juste après. Et membre de l'Académie des sciences, qu'est-ce que ça représente pour vous? Oh, c'est une institution qui est très attachante. C'est une institution où on voit des gens qui font des sciences, mais des sciences extrêmement variées. Il y a essentiellement 2 divisions à l'Académie des sciences et 4 sections dans chaque division. C'est très militaire, hein. C'est Napoléon qui avait organisé ça comme ça. Et moi, je suis dans la section de physique, mais je connais bien la section de mécanique, la section de chimie. Il y a plusieurs sections de biologie, de sciences de la vie. Et essentiellement, la manière dont fonctionne l'Académie des sciences, c'est d'une part, on a des réunions régulières, à distance ou en présentiel, avec les sections, et puis on a des séances plénières
Et on fait aussi, il y a des groupes de travail sur un certain nombre de sujets sur lesquels on rend des rapports techniques sur des questions qui sont à la fois importantes d'un point de vue scientifique et importantes d'un point de vue sociétal. Et donc, à travers vos discussions au sein de l'Académie des sciences, à travers vos périples mondiaux sur les différents centres de recherche de Saint-Gobain, qu'est-ce qui se dégage aujourd'hui, la grande ligne de l'évolution scientifique au niveau mondial et peut-être là-dessus, la position de la France par rapport à ce contexte mondial-là? Alors, c'est un peu difficile de répondre à une question comme ça, parce que c'est quand même très vaste et je n'ai pas la prétention de connaître toutes les sciences. Mais dans les sciences que je pratique, les sciences et les technologies que je pratique, une chose qui me semble de plus en plus évidente, c'est que les interfaces entre les disciplines deviennent absolument essentielles. C'est-à-dire que mais ces interfaces ne font sens que si ces disciplines sont solides. Donc, vous pouvez faire une interface entre la physique et la chimie, mais vous faites ça avec des bons physiciens et des bons chimistes. Vous pouvez faire une interface entre la chimie et la biologie, mais c'est la même chose. Donc, ça veut dire que vous avez à la fois une nécessité d'approfondissement de chacune de ces disciplines, avec leurs spécificités propres. Hein. Je veux dire, il y a qu'en France qu'on n'a pas remarqué qu'Auguste Comte était mort fou. La hiérarchie des sciences n'a pas de sens. Elles ont chacune leur spécificité, leur style, leur objet. Mais par contre, de plus en plus, elles sont en train de travailler soit pour la compréhension, ce qui est le métier de la science, soit pour la compréhension pour faire, ce qui est le métier de l'ingénierie. Elles ont de plus en plus à travailler ensemble. Et pour moi, c'est une ligne force qui va devenir et qui est de plus en plus essentielle pour le développement de la science et le développement de la technique. Alors Ok. après, je me refuse à faire un catalogue des trucs qui sont révolutionnaires, qui vont changer le monde. Je veux dire, ça, c'est un exercice qu'on regrette grosso modo 2 ans après l'avoir fait. C'est vrai, c'est vrai. Yves, moi, je vous ai découvert, vous avez donné une interview à Thinkerview en 2023, vous avez fait un certain constat. Est-ce que vous avez pris un petit peu de recul peut-être par rapport à tous ces sujets-là Est-ce que vous êtes un peu plus apaisé, un peu plus rassuré? Et comment vous vous situez par rapport au constat que vous aviez dressé en 2023 pour Thinkerview? Maintenant, aujourd'hui, on est déjà en moitié 2024. Est-ce que les choses ont évolué dans le bon sens ou pas? D'abord, je ne sais pas pourquoi vous me demandez si j'étais apaisé. Si je suis apaisé, je suis pas plus apaisé que je ne l'étais au moment de l'interview de Secureview. Je pense qu'il y a des moments où il est du devoir d'un scientifique et d'un citoyen de dire ce qu'il pense être vrai. D'accord. Et je regrette absolument pas de l'avoir fait sans aucune espèce de pincette. Maintenant, on résout pas en un an des problèmes qui se sont accumulés. Et le problème de l'instruction scientifique des dossiers politiques, c'est un problème, et pas simplement dans l'énergie, c'est des problèmes qui se sont accumulés dans les 20 dernières années. Ce qui me semble clair, c'est qu'on en a pris conscience. Quand je dis on, c'est les citoyens qui en ont pris conscience. Je ne suis pas certain que la classe politique en ait pris conscience. L'audition à l'Assemblée nationale, la, la commission à l'Assemblée nationale qui était pilotée par Schellenberger et Armand a fait un travail remarquable. On se demande encore ce qu'on va en faire. C'est-à-dire que la prise de conscience a été claire, la prise de décision qui a suivi, mais l'est moins. Et comme je dis, j'ai l'habitude de dire que je juge un arbre à ses fruits et pas à ses feuilles. J'attends de voir les fruits. L'idée, c'était de parler de la nécessité de réindustrialiser la France, voire même l'Europe. Et avant d'expliquer peut-être pourquoi, qu'est-ce qu'on appelle la réindustrialisation aujourd'hui? Quel était un petit peu l'état avant et la nécessité d'après? Est-ce qu'on peut expliquer ça? D'abord, nos nations européennes, occidentales, ont été des nations industrielles et le sont restées très longtemps. Puis on a une espèce de mystique de partir des années 80 qui était la mystique de l'industrie sans usine. Donc il suffisait de faire fabriquer les choses dehors et puis nous on les vendrait. Il y a eu une mystique de la dématérialisation de l'industrie. Grosso modo, la seule chose qui méritait d'être faite, c'est les services. Donc toute cette mystique-là a conduit à négliger quelque chose qu'on considérait comme acquis. On considérait comme acquis le fait d'avoir une énergie pas chère et disponible. On considérait comme acquis d'avoir des ressources avec lesquelles on fabriquerait des voitures et des avions. On considérait tout ça comme acquis, et en conséquence de quoi on en déduisait que la seule richesse qu'on pouvait attendre, c'était la richesse qu'on obtenait en faisant un service, en vendant au lieu de fabriquer. Et cette chose-là, cet état d'esprit-là a fait long feu. Parce qu'on s'est aperçu, la première chose, c'est que je dis, bon, une industrie de service, sans avoir les objets sur lesquels on applique le service, c'est une industrie de serviteurs. On est en train de s'en rendre compte.
La deuxième chose, c'est que de s'imaginer que il n'y a qu'en faisant du service ou en faisant du tertiaire qu'on apporte de la richesse dans un pays, ça me semble à peu près aussi intelligent que de penser à une échelle pour récupérer les cerises sur un cerisier et de s'imaginer qu'il n'y a que le dernier barreau qui est important parce qu'on est obligé de passer vers le dernier barreau pour pouvoir attraper les cerises. Je veux dire, trouvez-vous au pied d'une échelle où il n'y a que le dernier barreau, vous vous sentez particulièrement pas malin. Donc, c'est des évidences quand je les dis comme ça, mais c'est malheureusement des évidences qui n'ont pas été assumées, clairement assumées pendant les 20 dernières années. Et ça, pour moi, c'est le cœur du problème. C'est-à-dire, on a eu une espèce de gourmandise de la création de richesse qui faisait qu'on pouvait se passer de ce qu'on considérait comme acquis. Alors une fois que vous avez ça, vous le déclinez sur la médecine, vous le déclinez enfin sur l'industrie pharmaceutique, vous le déclinez sur le photovoltaïque, vous le déclinez sur l'automobile, vous le déclinez sur l'industrie, sur l'énergie, et vous vous retrouvez avec un état industriel, une structure industrielle qui devient complètement exsangue. Quand vous avez cette situation-là, la première chose que ça fait d'un point de vue politique, c'est que ça vous détruit la classe moyenne. Il se trouve que la classe moyenne, c'est ce qui est le fondement des démocraties, telles qu'on les comprend, telles que moi personnellement je les apprécie. Donc vous voyez, cette désindustrialisation, ce n'est pas simplement une question de richesse, c'est aussi une question de stabilité des régimes politiques auxquels on est attaché et qui nous permettent de vivre dans une démocratie. Alors, j'ai une question un peu dure, peut-être, mais vous êtes polytechnicien. J'imagine que le réseau polytechnicien en France, il est gigantesque. On va y ajouter les réseaux d'arts et métiers, les réseaux peut-être d'INSA, d'autres réseaux de grandes écoles. Comment ça se fait, quand même, qu'on a laissé faire et qu'on n'a pas réussi à mobiliser toutes ces éminences grises, toutes ces énergies pour un petit peu contrer cette tendance, contrer ce mouvement? Puisque finalement, toutes les industries dont on parle, elles étaient peuplées probablement d'ingénieurs ou de personnes avec une haute compréhension des choses. Et finalement, on a laissé faire un petit peu quand même, non? Alors, c'est pas faux. Moi, je fais partie d'une promotion, j'étais en 1980. C'est les promotions. On a commencé à avoir de plus en plus de polytechniciens qui allaient vers les métiers de consultants, de plus en plus de polytechniciens qui allaient vers la banque, ce qui est pas une mauvaise chose en soi, c'est une mauvaise chose quand ça devient monoculture. Et fondamentalement, je veux dire, les polytechniciens, comme tous les ingénieurs, ne sont pas des saints. C'est-à-dire un jeune qui commence sa carrière, il va faire sa carrière à un endroit où il va à la fois pouvoir se faire plaisir en termes de pratique de métier, mais aussi qui va lui permettre de bien gagner sa vie dans une structure sociale qui l'accueille. Et ce qui s'est passé dans les années 80 à 2000, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre de gens qui ont continué à faire ce qu'ils faisaient parce qu'ils aimaient le faire, puis il y a un certain nombre de gens qui n'avaient pas forcément la même passion pour la science, les techniques, l'industrie, et qui par contre avaient envie d'être bien intégrés socialement, bien gagner leur vie, et qui, grosso modo, se sont mis à suivre le mouvement d'ensemble, qui était un mouvement de société. C'est pas simplement telle ou telle personne. Ce mouvement d'une industrie sans usine, c'est Turuk qui l'a immortalisé, et je pense qu'il rentrera dans l'histoire. Mais ceci dit, il reflétait un état d'esprit général. On avait reconstruit la France pendant les 30 Glorieuses et on considérait que c'était fait et que c'était gagné. Donc, moyennant quoi, ce qui s'est passé, c'est que vous avez toute une pléiade d'écoles d'ingénieurs qui se sont mises à s'engouffrer dans cette chose-là. Et c'est comme ça que vous avez eu des gens qui. Il n'y avait plus une école d'ingénieurs qui n'avait pas envie de dire qu'elle était généraliste. C'est-à-dire l'idée même de pratiquer un métier, un vrai, et de savoir faire quelque chose, c'était presque infamant. Il fallait absolument être généraliste en tout. Vous avez encore des cuistres qui vous expliquent qu'on ne forme pas des ingénieurs, mais on forme des managers. Eh ben non. Et donc, cette chose-là fait que ça a d'une certaine manière dépassé ce qui était la mission historique des écoles d'ingénieurs, au moins en France. Et puis, je veux dire, ça s'est passé à plein d'endroits. Donc, je n'ai pas appelé des coupables ou non coupables. Je suis en train de dire ça a été une lame de fond. Cette lame de fond dans la société, c'est évidemment trouvée amplifiée dans le politique. Et vous vous trouvez dans une situation où le politique est juste complètement inculte en termes de connaissance de l'industrie et de la science. Et le parallèle, le cas de l'énergie nucléaire est assez emblématique. Quand vous regardez les décisions qui ont été prises, le plan Mesmer a été décidé par Mesmer, qui était un juriste légionnaire, par Pompidou, qui était un agrégé de grammaire, à qui on doit une remarquable anthologie de la poésie française. Mais ces gens-là étaient avec des gens comme Bernard Reisenberg, qui était le directeur de cabinet de Pompidou et qui était lui un très grand ingénieur. Et donc ça veut dire qu'il y avait une perception au niveau du politique de la nécessité
d'instruire scientifiquement et techniquement les dossiers. Et on a perdu au niveau du politique cette notion-là. Vous avez encore quelques grands noms qui ont encore cet état d'esprit-là, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont devenus un peu singuliers. Quelles sont les grandes industries qu'on a perdues aujourd'hui et qu'il serait quasi impossible de reconstruire? Alors, il y a plusieurs choses, hein. Il y a des industries qu'on a. L'industrie sidérurgique, alors il y a deux choses. Il y a perdre l'industrie et perdre la maîtrise de l'industrie, ce qui n'est pas pareil. On a un certain nombre de grandes industries dont on a perdu la maîtrise. Vous aviez Péchinet qui était un des fleurons de l'industrie métallurgique du côté de l'aluminium, qui est passé par tous les avatars possibles et pensables et imaginables. Maintenant, ça s'appelle Constellium. Après, avait été acheté par Alcan, puis Rio Tinto. Mais il n'empêche qu'il y a encore des usines de Constellium en France. La direction ne se trouve plus là. Vous faites ArcelorMittal, qui a été le fruit disons, de la prise de l'industrie sidérurgique française. Alors, vous avez Solac, après, vous aviez eu Arcelor, et puis Mittal en a pris la maîtrise, parce que fondamentalement, ça n'intéressait pas grand monde de garder la maîtrise de quelque chose qu'on considérait comme acquis. Vous avez Alcatel qui a bu le bouillon de manière somptueuse. Je ne me souviens plus quelle entreprise on a vendu pour 1 euro. Enfin, si vous faites l'inventaire, il y a des gens qui l'ont fait. Ça fait un peu froid dans le dos. Alors, maintenant, je pense que quand on se pose la question de qu'est-ce qui doit être gardé, ben, je veux dire, il faut se poser la question de savoir quelles sont les industries qui sont souveraines, les industries qui font qu'un pays ou un ensemble de pays fortement alliés ont le choix de leur dépendance. Pour moi, le souverainisme, c'est la souveraineté, c'est pas le fait d'être indépendant, c'est le fait d'avoir le choix de ses dépendances d'une manière réversible. Eh bien, vous avez clairement les industries de défense, vous avez tout ce qui rend possible l'industrie de santé, vous avez les industries agroalimentaires, vous avez les industries, vous avez ce qui rend possible une industrie lourde, parce qu'on a besoin d'une industrie lourde. Quand vous pouvez toujours rêver de la voiture électrique et autonome, si vous n'avez pas les châssis pour faire la voiture électrique et autonome, eh bien, vous allez vous retrouver à l'état de Valais, quoi, grosso modo. Et ces choses-là font qu'il faut absolument avoir accès, y compris, par exemple, de la capacité de faire des aciers, de faire des alliages d'aluminium, mais c'est de faire des aciers haut de gamme et des alliages d'aluminium de haute performance. Donc, ça veut dire on s'est trompé en pensant qu'il y avait une industrie qui méritait de disparaître, parce que de toute façon, on la trouverait bien quelque part, alors que ce qu'il fallait faire, c'était de dire cette industrie-là, il faut qu'elle monte en valeur. Et je crois que c'est surtout ça qui est important. Le problème, c'est qu'on a développé, mais ça c'est aussi lié à une espèce de mystique du discours, au lieu de se dire c'est parfaitement important de faire des câbles en acier perlitique à l'intérieur des pneus pour faire des pneumatiques, on s'est dit youpi tagada, il faut que je fasse de l'intelligence artificielle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Je veux dire d'imaginer qu'une politique industrielle est une collection de slogans. On peut imaginer que ça plaise à des politiques. Je pense que ça ne doit pas plaire à des ingénieurs et à des citoyens. Ils ne doivent pas le laisser passer. Moi, j'ai vécu une fermeture. Alors, on fabriquait des machines tournantes. Alors, c'était pas sexy, c'était des compresseurs centrifuges pour le laine gaz et des turbines à vapeur. On l'a fermé et on a accepté en contrepartie une usine d'assemblage d'éoliennes. Est-ce que c'est pas un peu l'exemple typique de on se rend pas compte de ce qu'on perd parce que reconquérir ce savoir sur les machines tournantes, c'est quasiment mission impossible. On se rend pas compte de ce qu'on perd et en échange, on gagne des choses qui sont un peu marketing, quoi. Ben oui, mais c'est exactement ça. Vous échangez la proie pour l'ombre, vous échangez le savoir pour l'affichage. Et je veux dire, le cas des turbines d'Alstom est absolument sidérant pour ça. Enfin, je veux dire, dans un pays où vous avez 90% de votre énergie qui dépend de turbines, que ce soit l'énergie nucléaire ou que ce soit l'énergie hydraulique, de vendre les turbines, enfin, je veux dire, il y a eu une grève de cerveau qui n'a pas pris là, hein, quand même. Donc, ça, typiquement, ce genre de choses, ça veut dire qu'on a juste troquer une analyse de fond des choses qui sont indispensables à la souveraineté du pays pour des choses qui permettaient d'être affichées. Oui. Ce serait quoi les industries à reconquérir vous en avez parlé un petit peu, hein, il faut considérer ce qui est essentiel, ce qui est souverain, mais du coup, là, ce qu'il faudrait reconquérir dès maintenant, L'inventaire est sans fin. Ouais. Mais prenez l'exemple, on a de la microélectronique partout. On n'a plus un seul fondeur sérieux de microélectronique en Europe.
Et vous avez un commissaire à l'industrie en Europe qui vous explique qu'on va lancer un grand programme de reconquête de la souveraineté dans le domaine des composants microélectroniques. Vous apercevez que le montant de ce grand programme, c'est grosso modo le montant de l'investissement annuel d'un seul grand fondeur à Taïwan. Bon, vous dites là, où ils ne savent plus compter, ou on se moque du monde. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une prise de conscience qui est nécessaire et qui implique d'arrêter de payer des affiches et de recommencer à construire des industries qui sont nos industries essentielles. Alors, je vous ai parlé du domaine que je connais particulièrement bien, qui est le domaine des matériaux de structure, du domaine de la métallurgie, mais je pourrais parler de la même manière du domaine de la microélectronique, je pourrais parler de la même manière enfin, je veux dire, c'est pendant la période du Covid, de s'apercevoir que le pays de Pasteur n'a pas été foutu de faire un vaccin, ça vous fait un peu froid dans le dos quand même. Oui, ah bah oui, 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 oui. Mais vous qui avez une vision un peu globale à travers un grand groupe qui est implanté dans différents pays, est-ce que ce tissu international nous protège quand même? Est-ce qu'on a des alliés sûrs par rapport à certaines choses? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être multi-compétent sur plein de domaines? Ou est-ce qu'on peut aujourd'hui, en 2024 et dans le monde qui vient, quand même compter sur cette mondialisation qui n'a pas que des défauts? Ce serait quand même dommage de cracher dessus. Tout à fait, mais le problème, c'est de s'imaginer. Enfin, je pense qu'il ne faut surtout pas confondre le fait d'avoir des alliés et le fait d'avoir des amis. Donc, je veux dire, il y avait en bas de chez moi à Grenoble un graffiti où il disait Je pardonne à ceux qui m'ont offensé, mais j'ai gardé la liste. Je veux dire, quand vous faites une alliance, vous faites Excellent. une alliance qui est une alliance d'intérêts, et ça veut dire qu'il faut bien percevoir quels sont les intérêts qui doivent être défendus, de quelle manière et de quelle façon l'alliance fait que pour chacun des partenaires, le tout est plus que la somme des parties. C'est ce qu'on n'a pas fait pour l'instant. On n'a pas fait du tout. Je veux dire, les alliances avec l'Allemagne dans le domaine de l'énergie sont typiques de ce côté-là. Hein. On a fait boulette sur boulette. Alors, maintenant, le cas de Saint-Gobain, puisque vous me posez la question, est un peu particulier en sens que le cœur de métier de Saint-Gobain, c'est une industrie des matériaux pour le bâtiment. Les matériaux pour le bâtiment, vous ne les délocalisez pas. Quand vous construisez quelque part, une usine quelque part, vous construisez pour fournir le marché dans lequel vous allez construire l'usine. Vous n'allez pas vous amuser à ramener des carreaux depuis la Chine jusqu'en Europe. Donc, d'une certaine manière, ce type de métier est assez immunisé contre la tentation de la délocalisation pour des coûts plus faibles. Ou au moins, c'est contrôlé par la distance, d'une certaine façon. Maintenant, cette chose-là est vraie pour cette industrie-là, elle n'est pas vraie pour d'autres industries. Donc là, je pense qu'il faut vraiment se poser sérieusement la question de qu'est-ce qui est indispensable à une souveraineté industrielle. Ça, c'est la grille de lecture qui est non contournable. Et ça veut dire quoi? Quand je vous dis ça comme ça veut dire qu'il y a un machin qui doit s'appeler la politique industrielle. La politique industrielle, c'est quelque chose qui doit s'appuyer sur un niveau de décision politique qui a une légitimité. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment le penser au niveau politique. Mais ça ne veut pas dire que tout doit être planifié. Je ne suis pas en train de proposer de réinstaller le Gosplan. Mais ça veut dire que de naviguer au jugé en disant le marché va bien résoudre le problème, c'est une forme d'idéologie. Et cette idéologie, à mon avis, est délétère. On voit quand même qu'aujourd'hui, les plus grosses initiatives viennent du monde du privé. Finalement, on n'a pas de grosses initiatives qui viennent du monde politique sur ces sujets. Parce que si on revient par exemple au défi de la réindustrialisation, finalement, c'est compliqué à dire. Un des défis majeurs, c'est l'énergie, par exemple, et le coût de l'énergie. Est-ce que ce sont les acteurs privés qui se mobilisent quand même par rapport, je ne sais pas, à ce sujet particulier? Parce qu'on voit que les États sont assez statiques, assez tétanisés par rapport à la question. C'est éminemment politique par rapport aux contraintes de l'opinion publique, etc. Et du coup, est-ce que c'est pas les acteurs privés justement là qui on montre que c'est eux qui donnent l'exemple, qui se mobilisent, qui tirent la sonnette d'alarme ou qui créent des initiatives Alors, le cas de l'énergie est assez singulier. Le cas de l'énergie est singulier parce que d'une certaine manière, je crois que le mot est de Louis Gallois, il dit c'est l'industrie de l'industrie. C'est ce qui rend l'industrie possible. Et en conséquence de quoi, la vision doit être une vision d'ensemble et les investissements sont assez énormes. Donc, c'est des investissements où, grosso modo, les États ont un rôle important. C'est-à-dire, c'est l'endroit où on a véritablement besoin d'une politique industrielle. Alors, une fois que j'ai dit ça, regardez la manière dont on parle d'énergie depuis 20 ans.
on parle d'énergie comme des enfants gâtés. C'est-à-dire, chaque fois qu'on a pensé au mix énergétique, on a pensé à comment je fais pour fournir de l'énergie aux gens, aux retraités qui va tondre son gazon. Et, et on a juste oublié que l'énergie, on en a besoin d'une quantité énorme pour faire fonctionner nos industries. Qu'on en a aussi besoin d'une quantité importante pour faire fonctionner nos PME, nos PMI, nos artisans. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a une prise de conscience, compte tenu des dérives, on a une prise de conscience du tissu industriel, depuis les artisans jusqu'aux très grandes entreprises, de la nécessité d'avoir cette énergie. Et cette prise de conscience, elle arrive en choc frontal avec une préoccupation qui, pendant des décennies, a été chez le politique exclusivement la préoccupation d'assurer un coût de l'énergie qui était acceptable, je dirais pas aux citoyens, mais aux électeurs. Et en conséquence de quoi, on se trouve dans une situation où on est en train de voir les conséquences d'avoir une énergie qui commence à être de plus en plus chère, qui continue à être pas forcément stable, où le coût de mise en œuvre des réseaux, si on se met à mettre des renouvelables partout, bah, c'est grosso modo 200 milliards d'euros, ce qui est quand même pas tout à fait rien. Donc vous vous trouvez dans une situation où ces décisions qui ont été essentiellement des décisions qui sont des conséquences de décisions de communication vis-à-vis du public, sont en train de heurter de plein fouet un tissu industriel qui est précisément le tissu industriel qui permet que ce public ait les moyens d'acheter, de vivre, d'avoir un emploi. Et là, vous vous trouvez dans une situation où, manque de bol, à force d'avoir essayé de faire plaisir à l'électeur, on finit par tuer l'employé. Mais comment on explique qu'aujourd'hui on érige le réchauffement climatique comme la guerre sainte, l'unique guerre sainte, alors qu'en fait les gens n'ont pas conscience que rien que l'accès à l'énergie est remis en question dans les dizaines d'années qui viennent en fait. Parce que c'est ça le sujet. Quand on regarde les rapports RTE, les stratégies, etc., tous les scénarios nous disent qu'il y a danger et qu'il y a péril déjà en termes de coûts, en termes de prix pour le consommateur, mais aussi en termes de moyens de production. Les gens n'ont pas conscience de ça. Hier, je regardais encore avant-hier le reportage sur Envoyé spécial sur les gens qui luttaient contre des fermes solaires. Les gens se disent, la question c'était je n'en veux pas, sauvons le climat, ceci, cela, des faux débats. Aucun n'avait conscience que les productions électriques, la quantité de production électrique était en danger, qu'on n'aurait sûrement pas assez de production dans les années qui viennent. Comment on explique que ce sujet-là soit pas mis frontalement sur la table à l'opinion publique? Alors d'abord, je ne pense pas que lutter contre le réchauffement climatique soit simplement une croisade. Je pense qu'il y a un vrai problème et que ce vrai problème, il faut l'attaquer de front d'une manière technique. D'abord, plutôt que d'en parler. Je veux dire, de dire qu'on va faire, on va mettre des énergies, on va essayer de décarboner une électricité qui est déjà décarbonée, ça n'a pas beaucoup de sens. Si vous parliez des rapports de RTE, ils ont été touchés par la grâce récemment. Mais RTE, moi, je l'ai vu pendant 10 ans faire comme si on allait diminuer la consommation d'énergie. Oui. Simplement parce que le politique avait envie d'entendre ça. Donc, de ce côté-là, je pense que la prise en compte des nécessités, des besoins commence à venir. La deuxième chose, c'est que il y a la disponibilité des ressources en énergie et la disponibilité des ressources en matière, ce qui est aussi quelque chose qui est au moins aussi important. Donc, ces choses-là, ça nous incite à deux choses. Ça nous incite à dire comment est-ce que je peux décarboner mon énergie, mon industrie. Et décarboner mon industrie, ça veut dire en premier lieu décarboner mon énergie et décarboner mon énergie avec le vecteur qui est le plus simple pour le faire, qui est le vecteur électrique. Ça, c'est un aspect du problème. Maintenant, dès l'instant où vous allez aussi avoir un problème de ressources, ça veut dire qu'il va falloir se poser sérieusement la question de savoir comment j'utilise au mieux les ressources en matière. Et ça veut dire que, compte tenu des besoins, alors ou bien on fait comme nous disent un certain nombre d'illuminés, on diminue les besoins, on arrête tout, ou bien on se dit il y a quand même les trois quarts de la planète qui ont tout autant de droits de se développer que nous sommes développés, et en conséquence de quoi, ce qu'on peut faire de plus intelligent, c'est d'avoir un usage parcimonieux des ressources. Un usage parcimonieux des ressources, ça veut dire essayer d'obtenir la même fonction avec moins de matière, et ça veut dire essayer de récupérer la matière en fin d'usage pour pouvoir la réutiliser. Alors après, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Ce n'est pas un truc qui relève du Yakka Faucon, parce que pour réutiliser de la matière, la recycler, la remettre en œuvre, bien, il faut de l'énergie. On ne va pas la récupérer
tout entière telle que. Enfin, donc, le diable est dans les détails, mais les grandes lignes que je vois qui sont pour moi indispensables pour qu'on puisse perdurer avec une civilisation industrielle, c'est du part d'avoir une bonne maîtrise de l'énergie et de son usage. Ça veut dire, si je prends le cas des bâtiments, bah, c'est idiot de se dire je vais faire des tas de trucs géniaux sur l'utilisation de l'énergie si je continue à chauffer des bâtiments qui sont des passoires. Si je regarde les avions, bah avant de se dire j'ai pas envie de faire tourner les avions ou j'ai envie de les faire voler à l'hydrogène, il faut peut-être se dire comment est-ce que je pourrais faire des moteurs d'avion qui fonctionnent à plus haute température, qui sont donc capables de rendre le même service avec beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins d'émissions. Donc, il y a tout cet aspect-là qui est la bonne production décarbonée de l'énergie, le vecteur idéal qui est le vecteur électrique avec les difficultés qu'il présente. Le vecteur électrique a la difficulté d'être difficilement stockable. Donc ça vous donne des lignes de développement qui sont absolument indispensables. Le bon usage de la matière. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez dépassé largement la collection de gadgets qu'on nous sert depuis 15 ans. On a fait un épisode sur la transition électrification, des scénarios d'électrification avec un membre de l'association TerraWater, donc avec un scénario énergétique. Donc, je ne voudrais pas trop qu'on rentre là-dedans. Mettons de côté, admettons qu'on arrive à gérer correctement le vecteur électrification, le vecteur énergétique, on arrive à produire suffisamment d'énergie. Est-ce que réindustrialiser a encore du sens dans ce contexte de réchauffement climatique, puisque beaucoup d'industries sont quand même dépendantes de l'énergie, du oil and gas, du pétrole et du gaz pour fonctionner comme matière première. Donc, voilà. Est-ce que ça a encore quand même du sens si on considère cet aspect, là? Alors, d'abord avec le pétrole. Alors, bon, c'est toujours pratique d'avoir un diable à qui on attribue tous nos péchés. Bon, moi je veux bien qu'on explique qu'il faut surtout plus faire du pétrole. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on en fasse quelque chose d'un petit peu plus intelligent que de le brûler dans les voitures. Et déjà, quand vous voyez le coût d'établissement d'une plateforme pétrolière, vous allez vous dire, on ne va pas les arrêter comme ça d'un seul coup, quoi. Donc, mais par contre, si le pétrole qu'on extrait, on peut essayer de faire des polymères ou des matières chimiques qui sont plus facilement maîtrisables dans leur fin de vie, plus performantes. Enfin, je veux dire, il y a des tas de choses à faire là-dessus. Donc, je pense que la réindustrialisation, je vous ai dit, pour moi, c'est une facette de la souveraineté. Et la souveraineté, c'est de pouvoir choisir ses dépendances de manière réversible. Donc, une fois que vous avez ça, il y a des choses que vous dites, bah, ça, je ne peux pas m'en passer. Et puis ça, je peux éventuellement le partager, le délocaliser, le mutualiser, etc. Alors évidemment, c'est facile de dire il ne faut plus investir dans des compagnies pétrolières, mais je rejoins ce que vous disiez. Déjà, pour optimiser, améliorer les installations, les transformer, ça demande un investissement financier colossal. Si on n'alimente pas ce canal financier-là, on ne sera pas capable de faire cette transformation. Ah ben, et encore une fois, je pense que le problème, et ça c'est une différence entre le politique et l'industriel, c'est que le juge de paix, in fine, c'est la réalité des actions. C'est pas le clinquant des déclarations. Donc, je veux dire, il y a des choses. Si on dit je veux faire une pétrochimie qui est plus propre, qui est plus efficace, bah, je veux dire, ça se mesure ce truc-là. C'est pas simplement un ruban qu'on coupe. Alors, je dirais que ça ne veut pas dire que j'approuve la totalité de la politique de Total. D'ailleurs, je ne vois pas au nom de quoi je pourrais approuver ou désapprouver la politique de Total. Je ne la connais pas suffisamment dans le détail. J'ai l'habitude d'essayer de donner des avis sur des choses que je connais précisément. Mais je me dis de diaboliser une industrie en disant celle-là, c'est l'horreur, c'est le diable, et de toute façon, il faut absolument ne pas y aller, ça me semble juste pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de dire comment est-ce que je peux le faire plus intelligemment, de manière plus parcimonieuse, en utilisant moins d'énergie et en faisant moins de déchets. Ok. On revient un petit peu, vous en avez parlé, des matériaux, de la métallurgie. Je voudrais qu'on parle un petit peu de ce domaine-là. Comment l'innovation dans ces domaines, justement, peut contribuer toujours dans ce contexte de réindustrialisation, en prenant en compte ce paramètre-là, en prenant en compte les contraintes de réchauffement climatique, en prenant en compte les contraintes de recréer du tissu économique et social. Comment ce domaine des matériaux, justement, dans lequel vous évoluez, peut contribuer à ça? Alors j'ai coutume de dire que les matériaux sont ce qui rend les rêves possibles ou qui les transforment en cauchemars.
Si vous voulez fabriquer quelque chose, vous voulez fabriquer dans quelque chose. Donc, vous avez la matière pour le faire ou vous ne l'avez pas. C'est-à-dire, vous prenez quelque chose comme ITER, c'est beau comme l'antique, ce truc-là. Bon, il y a des raisons de penser que ça marche ou que ça ne marche pas, mais il faut le faire dans des matériaux et que les cahiers des charges sont tellement énormes, tellement difficiles qu'actuellement, on ne sait pas vraiment le faire. Euh, donc, les matériaux sont ce qui rend les choses possibles ou ce qui les rend cauchemardesques parce que vous avez fabriqué un truc qui se dégrade trop vite, parce que le matériau ne tient pas, etc. Alors maintenant, on a le deuxième point qui me semble essentiel, c'est que dans le discours, on a tendance à confondre la nouveauté avec l'innovation. Et c'est pour ça que vous vous trouvez avec des slogans de qu'est-ce qui est innovant et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors que si vous regardez le cœur des problèmes, si vous regardez les endroits où il y a des innovations, ça peut être dans le fait d'alléger les voitures, ça peut être dans le fait d'avoir des moteurs d'avion qui fonctionnent à plus haute température, ça peut être dans le fait d'avoir des gaines de combustible nucléaire qui durent plus longtemps. Ces choses-là, vous ne les déclarez pas au journal de 20 heures. Et le cœur de l'innovation dans le domaine industriel se trouve dans ces choses-là précisément. Et dans ces choses-là, 9 fois sur 10, vous trouvez toujours un problème de matériaux, qui est un problème qui permet que les choses fonctionnent de manière plus sûre, qui fonctionnent de manière plus longue. Et vous avez quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il va falloir sérieusement se poser la question de la ressource en matière, vous avez tout ce domaine de l'économie circulaire, du recyclage des matériaux, de leur réutilisation, où là, c'est encore de la science des matériaux qui va pouvoir vous permettre de le faire. Alors, je suis particulièrement bien placé pour le voir dans Saint-Gobain avec le verre. Le verre, c'est grosso modo, vous prenez du sable, vous mettez un fondant, et puis vous fabriquez du verre. Le verre se trouve à fond à beaucoup plus basse température. Ça coûte beaucoup moins cher de fondre du verre que de fondre du sable. Donc, si vous récupérez le verre à la fin, mais vous êtes capable de pouvoir, avec beaucoup moins d'énergie, fabriquer du nouveau verre. Et c'est pareil avec le plâtre, enfin, etc. Mais ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait, il y a de la science et de la technique pour faire ça, mais ce n'est pas des sciences et des techniques qui sont visibles. Le problème de la science des matériaux, c'est qu'on n'en voit pas l'importance parce qu'elle est omniprésente. Alors, c'est quoi les évolutions qu'on voit quand même, les tendances dans ce domaine-là alors, je sais que vous ne vouliez pas faire des prédictions ni prendre votre boule de cristal, mais quand même, donnons un peu des perspectives réjouissantes. C'est quoi les tendances aujourd'hui, les sujets les plus actifs sur lesquels on travaille dans une entreprise comme Saint-Gobain, par exemple, et puis ce qu'on peut attendre d'impact réel à court terme ou moyen terme sur nos économies? Alors, il y a quelque chose qui est commun à toutes les industries de haute performance, et l'industrie de Saint-Gobain, même si c'est une industrie pour quelque chose qui est très courant, qui s'appelle le bâtiment, est une industrie de haute performance, c'est d'avoir des matériaux qui sont de plus en plus performants en utilisant de moins en moins de matière. C'est d'avoir les procédés de transformation de ces matières-là qui sont des procédés qui sont de moins en moins impactants sur l'environnement. Alors, vous avez des conséquences assez marrantes, par exemple. Si vous regardez le plâtre, les plaques de plaque au plâtre, les plaques de plâtre, c'est avec un matériau qui s'appelle du gypse. On a deux sources de gypse. Il y a les sources de gypse qui sont les carrières et les sources de gypse qui sont les déchets des usines, des usines thermiques avec où on brûle du charbon. Alors évidemment, celles-là, on a tendance à les fermer. Donc ça veut dire que cette ressource de gypse, elle est de plus en plus rare. Et je trouve que c'était la ressource la plus propre, la plus pure. Donc ça veut dire que quand vous passez d'une ressource qui est une ressource de déchets d'une autre industrie qu'on est en train d'arrêter à une ressource qui est une ressource minière, vous avez un double produit, vous avez un double problème. Le premier problème, c'est est-ce qu'on a le droit de faire des mines? Et le deuxième problème, c'est une des caractéristiques des ressources minières, c'est que leur pureté chimique n'est pas la même. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de faire évoluer vos produits pour pouvoir intégrer les différences de ressources qui sont liées à une différence de type de production de ces ressources-là. Alors, vous voyez, quand je vous donne un truc comme ça, vous voyez très bien toute la science qu'il va falloir avoir derrière. Vous allez avoir du génie minier pour retrouver où se trouvent les sources de gypse. Vous allez avoir de la chimie pour savoir quelles sont les impuretés. Vous allez avoir de la physico-chimie des matériaux et de la mécanique pour savoir comment ça influe sur les propriétés d'un truc aussi courant qu'une plaque de plâtre. Et toutes ces choses-là vont faire que vous allez avoir des produits qui sont plus performants et moins impactants. Et là, je pourrais vous le décliner sur chacun des produits de Saint-Gobain, mais je pourrais faire la même chose du côté du pneumatique. Quand vous prenez le pneumatique, on a un fleuron de l'industrie française et européenne qui est Michelin. Je veux dire, l'évolution du pneumatique est
est colossal parce qu'on a commencé à mettre des petites inclusions qui changent la dissipation d'énergie au contact du pneu avec la route. Si vous regardez, et on peut tous les passer comme ça. Si vous regardez une voiture, la voiture, grosso modo, si on ne s'amusait pas à mettre tout un tas de gadgets débiles dans les voitures, on aurait diminué d'au moins 30% le poids des voitures par l'amélioration des alliages. Alors, le poids des voitures pour la même gamme a augmenté parce qu'on demande de plus en plus de gadgets à la place. Mais ça, d'une certaine manière, c'est peut-être aussi à nous, citoyens et à nous, consommateurs, de se dire de quoi j'ai vraiment besoin. Et de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout un tas de gadgets à l'intérieur de ma voiture? Ouais, bon, la tendance n'est pas à marcher en arrière là-dessus, hein. C'est clair que. Ouais. Donc ouais, c'est intéressant sur les matériaux ce que vous disiez. Est-ce que il y a d'autres sujets au niveau des matériaux, par exemple, on voit l'envie de relancer l'industrie nucléaire avec le PR2. Je crois qu'il y a une info qui est passée hier que il y avait un accord de principe qui était passé avec Framatome pour la fabrication des gros éléments pour 6 nouveaux EPR2. Est-ce que ça, déjà, ça va nécessiter des contraintes industrielles particulières? Est-ce qu'on sait vraiment faire? Est-ce qu'on est capable de replanifier quelque chose? Alors, ça, c'est un domaine que je connais un peu, si j'ose dire. Moi, je pense que le problème du nucléaire a d'abord été un problème politique. C'est-à-dire, on a quand même essentiellement sabordé une industrie. En sabordant cette industrie, une manière de la saborder, c'était de lui dire, vous n'allez rien faire, vous n'allez rien construire. On n'a rien construit pendant 20 ans quasiment, ce qui est quand même pas rien. Donc, quand vous avez une industrie qui ne construit pas, elle a facilement tendance à imaginer que simplement entretenir son parc, c'est la même chose que d'en construire un. Donc, elle a juste oublié ce que c'était de construire. Elle a une ingénierie qui essentiellement fonctionne en roue libre. C'est-à-dire, vous lui dites, on va concevoir un nouveau réacteur, mais vous inquiétez pas, on ne va pas le concevoir tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait mumus dans ces cas-là. Je veux dire, on imagine des trucs. Et finalement, quand vous avez les gens qui construisent, qui ne travaillent plus avec les gens qui font de l'ingénierie, ben vous arrivez à avoir des choses qui sont difficilement constructibles. Donc, pour moi, c'est ça le premier problème. Le deuxième problème, c'était une absence totale de vision du politique consistant à se rendre pas compte qu'une industrie comme ça, elle a besoin d'une vision sur échéance de 30 ans. Ça, c'est pas amélioré. Je veux dire, une des recommandations du rapport Schellenberger et Armand, c'était de dire penser une politique énergétique sur une échelle de 30 ans. Alors, non seulement on ne la pense pas sur une échelle de 30 ans, mais en plus de ça, le seul maigre machin qui existait, qui était la PPE sur 3 ans, on n'est même pas foutu de la faire. Donc, c'est ce qui me fait dire qu'on est quand même un petit peu. Il y a un petit souci là quand même. Mais maintenant, cette première chose, c'est qu'on a besoin d'une volonté politique. La deuxième chose, et ça, je l'ai vu à Framatome, depuis que Bernard Fontana a repris la direction de Framatome, c'est une entreprise qui, quand il est arrivé, avait un déficit énorme et qui maintenant fait du bénéfice. C'est une entreprise qui a reconstruit ses usines, qui les a remises à niveau. Moi, quand Bernard Fontana m'a demandé de présider le conseil scientifique de Framatome, c'était après que j'ai fait un certain nombre de rapports sur les usines de Framatome qui étaient incendiaires. Il m'a dit, tu nous as dit des choses qui étaient difficiles à entendre, mais qui nous ont aidés à nous reconstruire. J'aimerais que tu puisses continuer à le faire, non pas en étant dans Framatome, mais en présidant un conseil scientifique de manière complètement libre. Et c'est ce que je continue à faire. Maintenant, mon analyse de la situation, c'est que le problème n'est pas dans la construction des grands composants. Maintenant, on sait faire ces trucs-là. On a cette industrie, elle s'est remise à niveau. Mais maintenant, le problème, c'est dans la maîtrise des grands chantiers. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on réapprenne. Si vous regardez, encore une fois, il faut regarder d'où on vient pour savoir où on va. À l'époque où le plan Mesmer a été lancé, on a réussi à faire jusqu'à 5 centrales par an. Pas rien. Il y avait qui? Il y avait un monsieur qui s'appelle Michel Hugues, qui est mort il y a quelques années, qui est passé complètement, sa mort est passée complètement inaperçue. Il avait organisé toute la logistique, c'était le bras droit de Marcel Boiteux, il avait organisé toute la logistique pour que les composants arrivent sur les chantiers. Quand un chantier prenait du retard, le chantier d'à côté prenait le relais. Donc ça, c'est un métier de gérer des grands chantiers. Et ce métier, on l'a perdu dans cette industrie-là. Mais on ne l'a pas perdu partout. C'est une des raisons pour laquelle, je veux dire, l'industrie aéronautique a gardé ce métier. L'industrie du génie civil, dont on ne parle jamais, qui est une des très grandes industries des industries de notre pays, n'a pas perdu ce métier. Et les pétroliers dont on est en train de nous expliquer que c'est le diable, ce métier-là, ils le pratiquent. Une entreprise comme Total, une entreprise comme Technip, constamment, ils font des métiers de grands chantiers. Moi, je ne serais pas du tout choqué qu'on fasse appel à ces gens qui ont ce métier de gérer des grands chantiers
pour aider à piloter les grands chantiers qu'on va avoir à faire dans le domaine énergétique. Alors, Mais ce qui est une hérésie, là, ça va sans dire, mais Mais ça, c'est une très bonne question. On est entre nous, personne nous écoute. Pourquoi des entreprises comme, Total, qui veulent, se positionner en fournisseur d'énergie de demain, ne mettent pas un pied de façon, voilà, totale dans le nucléaire? Parce que finalement, c'est une partie de l'énergie de demain. Pourquoi ces entreprises-là, qui ont ce savoir industriel, ou même vous parliez des entreprises de génie civil, pourquoi sont-elles frileuses à investir? Je ne sais pas, quand j'investis dans une production électrique de demain, c'est pas mettre des éoliennes et des panneaux solaires, c'est aussi investir dans le nucléaire, et c'est avec le rendement qui viendra avec. Donc, pourquoi ces entreprises-là n'y vont pas? alors d'abord, la question n'est pas nouvelle, hein. Mon vieil ami Pierre-René Bocquis, qui a été à la stratégie de Total pendant un moment, me disait déjà, il en parlait il y a 20 ans avec le patron de Total, qui n'était pas Patrick Pouyanné. Et donc, je pense que ça fait parfaitement sens. Maintenant, Total, c'est pas une entreprise qui est au service de l'État français, c'est une entreprise qui est au service de ses actionnaires. C'est ce que dit, ou si on veut pas que ça soit comme ça, il faut que l'État français il soit majoritaire, ce qui n'est pas le cas. Si elle est au service de ses actionnaires, je veux dire, je comprends parfaitement le patron d'une grande entreprise au service de ses actionnaires ne pas vouloir mettre les pieds dans un truc où le client principal, c'est-à-dire l'État, ne sait pas ce qu'il veut, n'arrête pas de tergiverser, n'est pas foutu d'avoir une visibilité à plus de 6 mois. Donc là, d'une certaine manière, tant que la volonté politique n'est pas claire, assumée et passe dans des actes, il est difficile de demander à des entreprises qui ont une vocation qui est autre que celle de simplement servir le pays, qui est à ces entreprises-là, de mettre des pieds là-dedans. Moi, je suis à peu près persuadé que si on a un engagement fort du côté d'EDF et de son actionnaire principal du côté de l'État, moi, je pense qu'on pourrait parfaitement imaginer, mais ils ne vont pas le faire par grandeur d'âme, hein, mais on pourrait parfaitement imaginer d'avoir une implication de ces grandes industries qui maîtrisent les grands chantiers. Mais ils le feront s'ils ont un intérêt à le faire. Ils ne vont pas le faire spontanément par philanthropie. Il n'y a pas juste un intérêt économique, parce que finalement, c'est quand même l'énergie du futur. On a beau tergiverser, c'est l'énergie du futur. Que ce soit C'est pour ça. un EPR, les SMR, pour faire des réseaux de cogénération, production d'hydrogène, électricité, c'est l'énergie du futur. Économiquement, il y a forcément un intérêt. Tout à fait, mais la question est de savoir, même si c'est l'énergie du futur, on a vu pendant assez longtemps un État qui n'était pas foutu de le comprendre, ça. Et Mm. donc, du coup, qui passait son temps à foutre des bâtons dans les roues à cette énergie-là. Oui. Donc, on se dit, tant que la chose n'est pas pleinement et entièrement assumée, on peut dire c'est ce qu'il faudrait faire, mais dans une grande entreprise, il y a une question de maîtrise du risque. Vous ne pouvez pas mettre des billes dans un secteur dont vous ne savez Oui. même pas si vous allez avoir le droit de le faire. Moi, je vois arriver des gens, comme je suis directeur scientifique de Saint-Gobain et que je suis quand même un nucléophile militant, je vois arriver des gens qui me disent: tu ne voudrais pas mettre une centrale nucléaire sur les usines de Saint-Gobain? Je leur dis: mais même pas en rêve, bonhomme. Pour une raison simple, hein, c'est que d'abord, toutes les usines ne sont pas électrifiables. Et celles qui sont éventuellement électrifiables, pour qu'elles le soient de manière stable, pour qu'elles le soient de manière sûre, ben, ça veut dire qu'on doit avoir une ressource en termes d'énergie qui doit être parfaitement stable. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un truc qui vous fournit votre électricité et du jour au lendemain, parce que le gouvernement a changé ou quelqu'un vient vous dire ça ne va pas bien comme ça, vous arrêtez tout. Un four verrier, quand vous l'arrêtez, il est mort. Un four verrier, vous ne l'arrêtez pas une seule fois en 25 ans. Donc ça veut dire que toute industrie qui est énergivore, avec une très forte nécessité de fourniture constante d'énergie et qui peut être électrifiée, va toujours préférer un réseau à va toujours préférer un réseau à un petit réacteur. Sauf quand c'est une industrie minière qui se trouve au Canada, qui est loin de tous les réseaux et où on remplace une usine à charbon par une usine nucléaire. Donc, encore une fois, ces choses-là ont besoin impérativement d'être analysées rationnellement. Et rationnellement, ça veut dire qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est réalisable dans des délais raisonnables et qu'est-ce qui permet d'assurer une stabilité. Et moyennant quoi, une fois que l'analyse rationnelle est là, moi je suis à peu près persuadé qu'il y a un certain nombre de grands acteurs qui viendront dans le nucléaire. De la même manière que Bill Gates a lancé TerraPower autour des réacteurs de la quatrième génération, parce qu'il a parfaitement compris que si le nucléaire se développait
eh bien, il va falloir faire un meilleur usage de la ressource en uranium et que le meilleur usage de la ressource en uranium, c'est avec les réacteurs à neutrons rapides, technologie sur laquelle on avait 30 ans d'avance et qu'on a méthodiquement salopé une fois en arrêtant Superphénix, une fois en arrêtant Astrid. Bill Gates, c'est pas un imbécile. Pourquoi est-ce qu'il investit là-dedans? Parce qu'il sait que c'est la clé de voûte d'un nucléaire durable. Alors, on a fait ce constat il y a quelques temps déjà, et ça engage sur la question suivante, c'est quoi? Alors, maintenant qu'on a fait ce constat il y a plus d'1 an que sur le nucléaire de 4e génération, pourquoi on relance pas la machine là maintenant? C'est quoi l'avenir? Est-ce qu'on n'a pas déjà un coup de retard? Toujours pareil avec votre vision globale, votre vision mondiale. Est-ce qu'on n'est pas déjà à la traîne? Est-ce qu'on n'a pas déjà ce que je l'ai dit, est-ce qu'on n'a pas déjà un coup de retard? Et c'est quoi le futur du nucléaire justement? Ah non seulement on n'a pas un coup de retard, mais on a un coup d'avance. Ah, bon, ça Seulement, va on est alors. juste pas foutu de capitaliser sur ce coup d'avance. Je veux dire, on est le seul Incroyable. pays qui a véritablement fabriqué du combustible pour faire du multirecyclage en réacteur à neutrons rapides. Le seul. Je veux dire, quand vous avez Bill Gates qui lance des réacteurs à neutrons rapides, je veux dire, il s'appuie sur la technologie qu'on a développée pour Superphénix et Astrid. C'est un malin lui. Mais bien sûr que c'est un malin. Et quand vous êtes dans cette situation-là, grosso modo, ces compétences-là, on les a encore. On n'a pas encore réussi à les détruire complètement grâce justement au projet Astrid. On l'a arrêté, mais on ne l'a pas arrêté il y a si longtemps que ça. On l'a arrêté en 2018. Il y a encore des gens qui sont capables de faire ça. Vous avez des industries qui sont capables de faire ça. Vous avez les Japonais qui sont en train de relancer les réacteurs à neutrons rapides. Qu'est-ce qu'ils font, les Japonais, pour ça? Ben, ils viennent voir Framatome pour leur demander de travailler avec eux. Ils ne viennent pas voir l'État français, remarquez. Ils viennent voir Framatome. Donc, ça veut dire que cette dynamique-là et cette compétence-là, on l'a, elle est encore en place. Mais le truc qu'il ne faut surtout pas faire, c'est faire semblant. Je veux dire, vous avez une composante qui est essentielle pour le nucléaire durable, qui est d'être capable d'utiliser au mieux la ressource. Cette compétence-là, on l'a encore. On ne peut pas la gaspiller en la mettant sans aucune espèce de contrôle dans 2 startups à 3 personnes, qui sont par ailleurs des gens très bien. Mais quand on a arrêté Astrid, c'était 250 ingénieurs plus 50 Japonais qui travaillaient là-dedans. Là, en train de nous dire, on va lancer des réacteurs à neutrons rapides avec 2 startups de 3 personnes. Je veux dire, quelles que soient les qualités des gens en question, ça veut dire qu'on est dans une situation où le gouvernement, au lieu de faire, est en train de faire semblant. Donc je pense qu'il y a un moment, il faut remettre les choses au clair et se dire, le nucléaire, ça commence par assurer l'entretien du parc, ça s'appelle le grand carénage. Ça veut dire assurer le remplacement alors ça veut dire aussi d'arrêter n'importe quoi quand même. Je veux dire, arrêter Fessenheim, je pense que les gens qui ont fait ça, ils vont rentrer dans l'histoire, mais pas dans l'état dans lequel ils pensent. Ça veut dire Petit coucou à Edouard, maire du Havre, pour le coup. Bon, enfin, il faut il faut développer des réacteurs nouveaux qu'on construit sur la génération 3. Donc, ça veut dire à la fois des EPR, mais aussi probablement une filière un peu plus faible, un peu plus petite, qui serait plutôt des 1000 mégawatts, ce qui est d'ailleurs le marché international du nucléaire actuellement. Et tout de suite, lancer un vrai programme sur les réacteurs à neutrons rapides pour avoir un dispositif prototype mise en œuvre en 2035, de façon à pouvoir le déployer en 2050. Si on n'augmente que de 2% par an le nucléaire dans le monde, à partir des années 2050-2060, vous êtes en tension vis-à-vis de la ressource en uranium. Ah oui. Vous êtes en tension vis-à-vis de la ressource en uranium. Maintenant, si vous faites un tout petit peu de géopolitique, parce que ça aussi c'est important, vous êtes obligé de vous dites où est-ce que j'ai de l'uranium? J'ai de l'uranium au Niger, oublié. J'ai de l'uranium au Kazakhstan, oublié. Il vous reste les États-Unis, il vous reste l'Australie et le Canada. Alors maintenant, réfléchissez 2 minutes. Si on est en tension dans l'uranium, à votre avis, qui va être fourni en premier entre la Chine, les États-Unis et la France, sachant que les fournisseurs vont être le Canada et l'Australie? Et la Russie. Et la Russie, bien sûr. Et ben là, il n'y a pas besoin de se raconter des histoires. Donc, si on veut avoir une fourniture d'énergie nucléaire souveraine, il faut qu'on utilise au mieux les ressources dont on dispose. Les ressources dont on dispose, c'est 300 000 tonnes d'uranium appauvri, plus une ressource en plutonium. Si vous utilisez ça avec des réacteurs à neutrons rapides, vous avez entre 1500 et 2000 ans d'autonomie. Je veux dire, il ne faut vraiment pas avoir réfléchi pour jeter ça à la poubelle. Mais ce que je suis en train de vous dire sur la réflexion à long terme du côté de l'énergie, du nucléaire, je peux vous faire la même chose du côté du bâtiment, par exemple. Si vous regardez l'isolation des bâtiments, ça fait 20 ans
qu'on a non, 500 000 rénovations de bâtiments par an et on n'en fait pas de dixième. On n'a jamais regardé de près l'état du parc immobilier. Les Nordiques l'ont fait, les Anglais l'ont fait, nous pas. Donc vous êtes dans une situation où on continue à chauffer les pieds des petits oiseaux et à annoncer des trucs et à se dire je vais couper le ruban d'un bâtiment à énergie positive au lieu de rénover les passoires thermiques. Donc je veux dire, il y a un moment, je pense que le cœur du problème, c'est la première chose, c'est d'arrêter de faire des annonces et de regarder le fond des choses. Et pour regarder le fond des choses, il faut les analyser techniquement de manière solide. Et tant qu'on ne fera pas ça, on n'y arrivera pas. Moi, je pense qu'il y a un autre problème qu'on passe à la trappe, et je pense que c'était un des sujets qu'on voulait traiter, c'est aussi le manque de ressources humaines. Déjà, vous l'avez dit, la perte de compétences en termes. Comment on peut perdre la compétence de gestion de chantier? Déjà, c'est quoi ces compétences qu'on perd? C'est la motivation des gens, c'est les ressources, le nombre de ressources. Comment on peut oublier ça? Comment on peut ne pas entretenir ça? Deuxième point, comment on remobilise les énergies là-dessus? Comment on redonne quand on voit qu'il y a une génération, et c'est pas péjoratif ce que je vais dire, c'est la réalité du terrain. Depuis le Covid, les gens ils veulent tous être en télétravail, 4 jours par semaine, les 30 heures. On fait plus de sciences à l'école, les filières scientifiques sont désertées. Voilà, c'est ça le constat aussi. C'est pas que politique. C'est aussi sociétal. Il y a un gros problème, non? Alors, je vais répondre un peu dans l'ordre à tout ça. D'abord, comment est-ce qu'on peut perdre des compétences de gestion de chantier? Ben, c'est tout simple, c'est en ne gérant pas un chantier. Hein. C'est-à-dire quand vous construisez rien, ben, vous ne savez plus construire. Ça, il n'y a rien à faire. Hein, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vis-à-vis de la volonté de faire, moi, je pense que je suis fondamentalement un optimiste, contrairement à ce que pensent tout un tas de gens. Je veux dire, quand je discute avec des élèves, des étudiants, que ce soit à l'université ou dans les écoles d'ingénieurs, je veux dire, quand vous commencez à des gens d'une vingtaine d'années leur dire le monde de demain, c'est celui que vous allez construire, c'est vous qui en êtes en charge. Là, on commence à voir les yeux qui brillent, parce qu'ils se disent bien, il va commencer à falloir à faire quelque chose. Une des conséquences de la prise de conscience des problèmes climatiques, des problèmes environnementaux, c'est qu'on sort un peu de cette réaction d'enfant gâté qu'on a eu, ma génération comprise, d'enfant gâté où grosso modo c'est tout pour ma gueule. Il suffit que je sois bien et tout va bien. On est en train de reprendre la notion du bien public. Alors maintenant, cette notion du bien public, ce qui est impératif, c'est que dans cette génération, elle ne se traduise pas par une volonté de baisser les bras, mais par une volonté de faire. Mon ami Vincent Lebiez avait répondu à une sortie des jeunes polytechniciens qui expliquaient qu'on allait tous mourir, merci, je suis au courant, et que telle et telle industrie, j'avais pas envie de travailler avec eux. Il avait dit, mes chers camarades, nous avons plus besoin de vos solutions que de vos états d'âme. Je pense que c'est du devoir des gens de ma génération de dire à cette nouvelle génération qui monte, on a besoin de vos solutions, pas de vos états d'âme. On a besoin que vous retroussiez vos manches et que vous aidiez à construire, que vous aidiez à faire. Et la manière de faire, c'est une manière qui s'appuie sur la science et la technique. Ce n'est pas une manière qui s'appuie sur les déclarations de Sandrine Rousseau. Et je pense que tout ça, c'est absolument essentiel. Et je crois qu'une génération, justement parce qu'elle a compris que le bien public, le bien commun a quelque chose d'important, cette génération-là est capable de le prendre. Mais il faut lui faire un peu confiance aussi. Alors maintenant, il y a un deuxième point qui pour moi est important, et vous en faisiez état tout à l'heure. Il se trouve, moi j'ai présidé pendant 12 ans le conseil scientifique de la Fondation La Main à la Pâte. La Fondation La Main à la Pâte, c'est quelque chose qui a été créé par Charpak, Léna et Kéré pour enseigner, pour former les professeurs à l'école, pour essayer d'enseigner les sciences aux enfants. Parce qu'en gros, ils n'entendaient plus jamais parler de sciences. Mais vous êtes dans une situation où le corps enseignant de l'école primaire et du collège, ce corps enseignant, très souvent, a été en échec vis-à-vis des sciences. Ils sont dans un machin qui s'appelle l'éducation nationale, qui est un véritable cauchemar en termes de gestion des ressources humaines. Vous avez des enseignants qui sont absolument géniaux, qui veulent prendre des initiatives, ils ne peuvent pas prendre des initiatives. Et résultat, vous vous trouvez avec une population d'enfants, les résultats de la France dans les classements PISA ou autres, mais dans le niveau scientifique, se sont cassés la figure d'une manière vertigineuse. Ça veut dire quoi? C'est que vous êtes dans une situation où on a formé des générations qui ne savent pas ce que c'est que la science, voire qui ont peur de ce qu'est la science. Et cette génération-là, en plus de ça, ça vous fait des citoyens qui savent plus compter.
La meilleure manière de faire des esclaves, c'est de former des citoyens qui ne savent pas compter. Et je pense que là, de ce côté-là, il faut qu'on prenne conscience que l'urgence des urgences, c'est de remettre sur pied une éducation nationale où on forme correctement les gamins pour qu'ils sachent comprendre que la science est un bien commun. La science et la technologie, c'est un métier, mais le raisonnement scientifique est un bien commun. Et je pense que ça, c'est le socle sur lequel on peut reconstruire des compétences d'ingénieurs, des compétences de techniciens, des compétences qui permettent de construire l'industrie. Et ça, je pense qu'on n'en fera pas l'économie. Mais il faut au moins en avoir pris conscience. Vous enseignez au Canada, en Chine, en Australie, en France un peu. Est-ce que c'est un constat qui est global ou c'est propre à la France? Alors, je dirais que quand j'enseigne en Australie et au Canada, c'est quand même essentiellement là que j'enseigne. Je veux dire, j'ai en face de moi, bon, c'est un peu particulier, j'enseigne plutôt au niveau ingénieur, thésard, enfin dans ce niveau-là. Et là, d'une certaine manière, il y a un filtre, ils ont déjà envie de faire. Parce que c'est ça qu'ils ont choisi. Je veux dire, une des caractéristiques des écoles d'ingénieurs en France, c'est qu'on va souvent dans des écoles d'ingénieurs sans avoir envie d'être ingénieur. Hein. Oh, bon, après, on est content, mais. Et oui, non, mais c'est ça. Mais je veux dire, c'est pas le fait d'aller dans Oui, cette oui, mais bien sûr. direction-là, c'est pas le fait d'aller vers la science et la technique. Mm. Quand on est dans un département d'engineering au Canada ou en Australie, les gens qui sont là ont envie de faire de la science et de la technique. Mais il y a une véritable prise de conscience et une volonté de reconstruire un socle au niveau de l'école primaire. Ça existe. Et il y a des organisations pour ça dans ces pays-là. Et les États, alors ça ne se passe pas au niveau de l'État du Canada ou de l'État de l'Australie, ça se passe au niveau de chacun des États fédéraux. Mais il y a des actions pour former les profs, pour gérer leur formation continue. Quand vous regardez la formation continue des profs en France, c'est juste à hurler. Quoi. Enfin, ça tient pas debout. C'est ce que j'appelle des ressources humaines pas pensées. Quoi. Alors, donc là, je pense que la dérive vers une méfiance vis-à-vis de la science et de la technique, elle n'existe pas telle que je la vois, moi, ni au Canada, ni en Australie. Elle n'existe sûrement pas en Chine. Et que c'est quand même une maladie qui est européenne. Plus elle est française, mais européenne. Est-ce que les entreprises, est-ce que le privé, parce que on peut faire le constat sur le public, je suis pas sûr que ce soit super encourageant, mais est-ce on pourrait dire aussi que le privé n'en fait pas assez? Je sais pas, moi, dans les pays qu'on va citer, États-Unis, Canada, Australie, peut-être que la partie privée est plus présente puisque l'État est moins présent. Mais est-ce que, voilà, donc là-bas, ils en font plus? Est-ce que nous, en France, voilà, même là, le privé a un peu baissé les bras. Et je ne parle pas qu'en termes d'école, hein, je parle aussi en termes de reconversion professionnelle, d'aller chercher d'aller, voilà. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a encore une fois, il y a tout ce qu'on ne voit pas. On parlait des métiers du nucléaire, l'Université des métiers du nucléaire qui a monté EDF, qui justement essaye de pallier cette carence, essaye de mettre en place des écoles de soudeurs, des écoles de tourneurs, des écoles de forgerons. Et soit dit en passant, je vous parlais de Michelin. Quand Michelin s'est développé à Clermont-Ferrand, il fallait oser quand même développer à Clermont-Ferrand une usine qui était basée, une industrie qui était basée sur le caoutchouc. La population qui a travaillé, c'était une population qui était d'abord une population agricole qu'on a fait venir de tous les coins d'Auvergne. Pour les former, Michelin avait créé une école professionnelle, ça s'appelait La Mission. Et il formait 10 fois plus de gens que nécessaire pour eux. Il prenait les 2 meilleurs sur 10. Ils prenaient le meilleur sur 10 et puis les 9 autres, ils ont irrigué un tissu industriel. Donc, je pense qu'il ne faut pas que l'État se substitue aux entreprises ou les entreprises à l'État. Il faut se dire qu'il y a des choses qui sont des actions communes à avoir et qui sont faisables. Alors maintenant, là, je parle de ce qui est de l'enseignement technique. Alors, ce qui est de l'enseignement au niveau de la recherche, au niveau des écoles d'ingénieurs, au niveau des universités, je pense qu'il y a quelque chose auquel il faut véritablement qu'on pense, c'est que, au contraire de ce qui se passe aux États-Unis ou au Canada ou en Australie, qui sont les pays que je connais bien, on a chez nous une interpénétration relativement faible du tissu industriel dans le tissu d'enseignement. On va dire, moi j'étais prof, j'ai passé plus de 30 ans comme prof dans une école d'ingénieurs, j'étais en même temps consultant dans l'industrie. Je veux dire, il fallait que je passe mon temps chaque année à expliquer pourquoi le fait d'être consultant dans l'industrie n'était pas délétère à ma fonction de prof. C'est pas mal ça quand même. Alors normalement, ça devrait être encouragé. Ben non, c'était pas le cas.
De la même manière, vous avez, quand vous regardez les grandes universités canadiennes ou américaines, vous avez des gens qui ont été pendant 20 ans dans une direction technique d'une boîte et puis qui vont passer les 10 dernières années de leur carrière dans l'université ou inversement. Donc, vous avez des flux continus. Mais ça, il y a une raison assez simple pour laquelle ça marche aux États-Unis, c'est que les ordres de grandeur des salaires sont comparables, ce qui n'est pas le cas dans les ordres de grandeur des salaires entre l'industrie et le milieu académique en France, par exemple. Vous avez en Allemagne, vous avez un machin qui s'appelle les Fraunhofer, qui est l'équivalent avec des sous des instituts Carnot chez nous. Les Fraunhofer, une des caractéristiques, c'est que le directeur de chaque Fraunhofer est aussi prof à l'université. C'est-à-dire le Fraunhofer est censé faire le lien entre la recherche académique et l'industrie. On met à la tête du Fraunhofer quelqu'un qui est prof d'université. Nous, les gens qui sont à la tête des Carnot ne sont pas des gens qui sont profs à l'université. Donc, il y a une réflexion de fond à avoir dans cette chose-là. Mais ça se construit dans le temps. Un autre exemple, vous parlez de la formation. Moi, quand j'enseigne au Canada, dans un amphi, j'ai toujours dans l'amphi des gens qui viennent de l'industrie qui sont dans l'amphi et qui, au milieu de leur carrière, leur industriel disent « j'ai besoin que tu acquières cette compétence-là, je te paye une année de master pour aller acquérir cette compétence-là ». En France, qu'est-ce qui fait ça? En France, ce qu'on fait, c'est qu'on a le CNAM, qui est un endroit admirable, mais ça veut dire que pour avoir une formation d'ingénieur au CNAM, il faut y passer 7 ans, tous les soirs de la semaine. C'est le plus efficace broyeur à couple que je connaisse. Ouais. Donc, de se dire, là, dans une industrie, dans un monde industriel qui est en train d'évoluer en profondeur vis-à-vis de ses métiers, vis-à-vis de ses objectifs, de dire qu'on néglige à ce point la formation continue, mais c'est l'éléphant dans le couloir, ce truc-là. C'est le truc qu'il faudrait sûrement faire. Michel Rocard avait une expression merveilleuse, il disait, et je pense qu'il avait raison, il disait il faudrait qu'il y ait un chèque éducation. C'est-à-dire que les gens aient le droit d'avoir une éducation supérieure dans la durée de leur vie, mais que ce n'est pas forcément à 18 ans qu'ils doivent l'avoir. Nous, on forme les gens de 18 à 25 ans, et puis après quoi, c'est fini. Et ça, c'est juste. Ouais, les passerelles sont hyper compliquées parce que même si des choses existent, en fait, on aime tellement la bureaucratie qu'on dit aux gens non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas passer à droite et à gauche. Malgré les bonnes paroles, si on n'est pas issu du milieu du spatial, tu n'iras pas dans le spatial. Même tu peux pas te reconvertir là-dedans. Si tu n'es pas issu du milieu de l'atome, tu peux pas te reconvertir là-dedans parce que tu n'as pas fait tes études là-dedans. Enfin, il y a quand même derrière les bonnes intentions encore ces barrières, un élitisme sous-jacent, on le sait, on le voit. Enfin, bon. Mais encore, moi j'ai tendance à dire, si je regarde l'histoire de France, c'est dans la difficulté que ce pays se redresse. Donc de deux choses l'une, où il prend conscience des choses qu'il faut prendre en main et de les prendre vite, ou il ne se redressera pas. Moi je fais partie des optimistes qui pensent qu'il a les moyens de se redresser. Ce sera le presque mot de la fin. On arrive au terme de l'interview et justement, on va faire un petit peu le bilan. Yves, qu'est-ce qui vous rend le plus fier de ce que vous avez fait jusqu'à présent? Je crois que la richesse d'une industrie ou la richesse d'un pays, c'est d'abord les gens. Ce qui me rend peut-être le plus fier, j'ai dû former à peu près 20 000 ingénieurs. J'ai formé 80 thésards. Les 4/5e des gens que j'ai formés sont allés dans le milieu industriel et ils ont fait un métier, ils ont pratiqué des choses et ça, j'en suis très fier. J'en suis très, très fier. Alors, j'ai contribué un peu à certains aspects scientifiques, mais d'une certaine manière, quand vous faites de la science, vous amenez une brique à un mur qui est en train de se construire. Chacune des briques est interchangeable. Si ce n'est pas vous qui l'amenez, c'est quelqu'un d'autre qui l'amène. Quand vous formez quelqu'un, ce n'est pas pareil. Il y a une empreinte, il y a la capacité à amener quelqu'un à se réaliser lui-même à l'endroit où il est le meilleur. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a été essentiel. Alors après, je suis parfaitement heureux dans ma mission à Saint-Gobain parce que j'ai un terrain de jeu pour essayer de valoriser toute la science que j'ai pu apprendre pendant 40 ans, qui est absolument fantastique. Ce que j'ai pu faire dans le domaine du nucléaire, j'y ai passé que 6 ans en poste. J'ai la fierté de n'avoir jamais menti. Est-ce qu'il y a une chose quand même que vous regrettez? Vous êtes dit, j'aurais peut-être pu en faire plus. Là, j'aurais peut-être dû ne pas accepter quelque chose, peut-être un point de bascule ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Alors, je ne sais pas. J'avais théorisé, quand j'ai pris mon poste de haut-commissaire, la différence entre le conseiller et l'expert. L'expert peut donner un avis à tout le monde comme il veut. Le conseiller donne un avis à quelqu'un qui doit prendre une décision. Ce qui fait que j'avais théorisé la chose en disant, écoutez, je m'impose une réserve absolue,
C'est-à-dire, je ne dirai rien des conseils que je vous donne, mais le prix que vous aurez à payer sera le prix d'une franchise absolue. C'est-à-dire, je vous dirai très exactement ce que je pense. Je pense que ça ne marche que quand la personne à qui on parle a envie de faire usage des conseils qu'on lui donne. S'il n'a pas envie d'en faire usage, la réserve absolue conduit à l'inefficacité. Je pense que c'est à peu près la leçon que je retiens des 6 ans que j'ai passés comme au commissaire à l'énergie atomique. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a donné une vue d'ensemble. Le fait de m'être imposé une réserve était quelque chose que je ne concevais pas autrement vu de la nature de la fonction, mais j'aurais compris à quel point la fonction était à ce point perçue comme inutile par le politique, je crois que je n'y serais pas allé. C'est quoi, pour conclure, votre vision du futur avec vos yeux d'ingénieur? C'est quoi la vision du monde de demain que vous avez? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce que, bon, pas trop, on va faire avec? Je pense que le monde de demain sera fantastique. Je pense qu'on a à le construire et qu'on le construit avec des actes, pas avec des discours. Et que la génération qui vient peut le construire. Mais encore faut-il qu'elle prenne conscience de son devoir et que nous, la génération d'avant, la seule chose qu'on puisse faire, c'est dans cette circonstance, c'est de passer le flambeau, d'essayer d'éclairer, d'essayer de donner l'enthousiasme. Mais c'est eux qui le construiront et ceux que je vois me font penser que le fond est solide et je pense qu'on arrivera à avoir une économie industrielle qui fera un meilleur usage des ressources, qui fera un meilleur usage de son énergie, qui aura un impact plus faible sur l'environnement. Et s'il y a un truc auquel je suis complètement allergique, c'est le catastrophisme. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je suis extrêmement fier de vous avoir reçu, Yves Bréchet. Merci beaucoup pour votre temps. C'est ce qu'on essaye de faire avec Planète AG. Donc, on va faire un maximum de bruit autour de cet épisode grâce aux réseaux sociaux, grâce à YouTube. J'espère que le message sera perçu et écouté par le plus grand nombre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager autour de vous. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un commentaire aussi sous la vidéo et vous pouvez peut-être aussi envoyer un message à Yves via LinkedIn. Il sera à vous de le dire, je serai ravi de vous répondre si vous avez des questions. Je réponds à tous les messages qu'on m'envoie qui sont des messages de discussion. Et ben voilà, le message est passé. Encore merci Yves, je vous souhaite un excellent week-end et je dis aux auditeurs à la semaine prochaine. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, c'est la fin de cette interview passionnante. Si vous avez aimé, surtout partagez l'émission autour de vous, cliquez sur le petit pouce, abonnez-vous. Et en attendant une nouvelle aventure lundi prochain, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter, newsletter.planeteinger.fr pour ne rien rater de l'aventure du podcast. À la semaine prochaine.